Salutations, coucou. Alors, on passe à la pratique. On va mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire. Les dernières vidéos étaient relativement théoriques. J'espère que c'était pas trop indigeste. On va tenter d'aller plus à l'essentiel et de faire des vidéos un peu plus courtes pour voir les différents principes fondamentaux du logiciel Photoshop, pour comprendre comment on peut créer de toutes pièces une illustration avec des formes géométriques simples. Et cette première vidéo, comme le nom l'indique, est là pour voir le principe des calques, qui est un principe de graphisme pardon, assez vieux, qui existait avant l'arrivée du numérique, où pour par exemple créer des affiches ou faire des montages photos, on allait avoir une image de base, un fond, et on allait superposer des éléments visuels les uns sur les autres, donc vraiment avec un principe de superposition, collage. Euh, et c'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui numériquement le principe de calque. C'est qu'en fait on peut superposer différentes images les unes sur les autres pour construire, par un peu comme en mode Lego Kit, construire des images, on va dire, ouais, jouer sur la composition, ce genre de choses. Alors, il se trouve que je suis déjà dans un fichier Photoshop qui s'appelle titre.psd, c'est noté ici. Et donc c'est le document Photoshop qui me sert à créer les vignettes des vidéos. Et ce qui est chouette avec cette présentation, c'est que c'est un document qui est relativement simple et concis. Et j'utilise justement ce principe de calque pour pouvoir modifier à chaque nouvelle vidéo, changer le titre et garder pourtant le même fond et la même disposition des éléments. Donc ce document est déjà prêt. J'ai créé un fond avec un dégradé de bleu allant du plus clair vers le plus sombre, un petit cadre légèrement plus sombre, des petites lignes, et deux textes, un qui est donc ils ont tous les deux la même typographie et la même épaisseur de typographie. Il y en a un qui est plus grand que l'autre et qui est mis en dessous, et du coup je peux vraiment modifier juste le titre principal à chaque nouvelle vidéo. Et en fait, si on regarde sur le côté, ici, par défaut, si vous ouvrez Photoshop pour la première fois, par défaut, vous avez de fortes chances d'avoir ici une fenêtre qui s'appelle Calque. Vous pouvez en avoir d'autres. Vous avez notamment Couche. Mais celle qui nous intéresse et que vous allez utiliser 99% du temps, c'est euh, un récapitulatif écrit des différents calques. Donc en fait, ce que l'on a dans la fenêtre principale de Photoshop, l'espace de travail, vous voyez le résultat visuel de l'imbrication des calques. Et à droite, cette fenêtre-là, que l'on peut agrandir et déplacer, bien sûr. L'espace de Photoshop est complètement réaménageable et vous pouvez tout à fait soit utiliser des presets de configuration prédéfinis, soit créer le vôtre, ou soit partir de ce qui vous est proposé dès le départ. Et c'est ce qui fait la puissance de Photoshop, mais pas que Photoshop, des logiciels open source comme Krita et GIMP, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, fonctionnent exactement sur le même principe, et c'est un principe, on va dire, relativement universel dans les logiciels d'édition et création d'images. Alors, il se trouve que j'ai déjà les calques existants, et on voit qu'à côté de chaque comment est-ce qu'on appelle ça? Chaque récapitulatif de calque, il y a un petit œil que l'on peut cocher et décocher. Ça nous permet de rendre visible ou non le calque sélectionné. On peut aussi grouper des calques. Par exemple, mes calques d'écriture, je peux les faire disparaître ou les faire réapparaître.
Et ça peut être très utile de faire ça. Par exemple, je peux créer une nouvelle version de ce calque qui s'appelle 2D Calc, qui est ce que j'ai écrit. Donc par exemple, là j'ai mon calque sélectionné et je peux faire dupliquer le calque. Ok. Donc on voit que ça me crée une copie de mon calque. Et en fait, vu que j'ai par défaut l'outil déplacement sélectionné, je peux prendre à la main ce deuxième calque qui a été dupliqué et qui se superposait donc au premier, et le mettre en dessous et passer en mode texte, cliquer sur le calque et le renommer et appeler ça euh, duplication par exemple. Donc c'est comme ça que je peux tout à fait réorganiser mes éléments dans l'image. Bien sûr, à tout moment, si on se trompe, on peut faire édition, annuler déplacement, plusieurs fois, ou, comme dans n'importe quel logiciel Windows, CTRL Z, ou alors POM Z sur Mac. Je vais supprimer le calque que j'ai dupliqué. Donc là, mes deux calques texte sont dissociés, mais ils font partie d'un groupe qui s'appelle texte. Si je ferme la petite flèche qui est ici, on voit que mes deux calques texte ont été groupés dans un groupe que j'ai renommé texte. Et si j'ai le groupe sélectionné, et on voit qu'il est sélectionné parce qu'il est la boîte est surlignée en gris clair, je peux déplacer les deux en même temps, ce qui est très pratique. Je pourrais aussi tout à fait sélectionner à la main mes deux calques. Pour ça, il suffit que je clique sur un premier calque, que je laisse appuyer sur la touche majuscule de mon clavier et que je clique sur le second, et j'ai mes deux calques sélectionnés et ça revient au même, je peux les déplacer à la main. Pourquoi est-ce que je les ai mis tous les deux dans un groupe? Ça me permet de simplifier les modifications, d'organiser visuellement mon espace de travail et de jouer sur différents éléments, notamment l'opacité. Alors, mon calque que j'appelais BKG pour signifier background en anglais. Ça c'est peut-être une déformation professionnelle de ma part, il vaudrait peut-être mieux que je l'appelle fond en français, parce qu'on est en France. Mais voilà, souvent en boîte, vu qu'on utilise des logiciels anglophones et qu'on va travailler peut-être avec des éditeurs américains, c'est souvent qu'on utilise un vocabulaire anglais. Je peux tout à fait, par exemple, mon cadre, c'est un très bon exemple, on voit ici que je l'ai mis à une opacité de 10%, et une opacité à 100%. En fait, j'ai créé un cadre noir que j'ai rempli de noir, et en fait je peux tout à fait baisser son opacité, d'où le principe de calque en fait. Un calque a des informations de couleur, de position et surtout, et aussi d'opacité. Et là, mon calque cadre a une opacité à 10%. Et mon texte, il n'est pas blanc à 100%, c'est pas un blanc pur. Mon groupe texte a une opacité à 80%. Et vu que mes deux calques texte groupés dans le groupe, eux, ils ont bien une opacité à 100%, mais comme ils sont dépendants de leur groupe parent, les deux calques récupèrent l'opacité du groupe dans lequel ils sont. C'est un peu comme si vous aviez des feuilles que vous mettiez dans des dossiers, dans des petites... ouais, des dossiers, je sais pas comment on peut appeler ça, dans une boîte, vous les mettez dans une boîte, et si vous baissez l'opacité de la boîte, ça va baisser l'opacité du contenu de la boîte. Voilà, je vais pas forcément rentrer plus loin dans le détail, mais c'est une logique qu'on l'on retrouve dans n'importe quel logiciel actuel. C'est lié à la logique de programmation orientée objet, avec des relations parent-enfant. Si un enfant est parenté à un objet parent, si on modifie des propriétés de l'objet parent, ça va modifier les mêmes propriétés de l'objet enfant.
Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo quand je ferai un aparté sur la programmation. Pour créer un nouveau calque, c'est assez simple. Ici, vous voyez qu'il y a des petites options. Il y a un petit plus ici. Si on clique sur le petit plus, en plus, si on laisse la souris sur un icône, il va afficher une petite aide pour expliquer qu'est-ce qui se passe. On peut cliquer sur créer un calque et ça me crée un nouveau calque qui est automatiquement renommé calque 1. Si je double-clique dessus et que je l'appelle par exemple rond rouge, voilà, j'ai renommé mon calque. Pour le moment, il n'y a pas encore de rond rouge. Et pour créer un rond rouge, c'est assez simple. Je vais utiliser deux outils, l'outil sélection et pot de peinture. J'ai fait trop avec mes doigts. L'outil sélection, c'est celui-là. On peut cliquer sur l'outil de sélection et un peu comme quand on fait une sélection sur le bureau de Windows, ça crée un cadre et là je maintiens enfoncé le clic gauche de la souris, je relâche et là ça m'a créé un cadre. Ce cadre-là, je peux le remplir avec n'importe quelle couleur. Si je vais sur l'outil pot de peinture, ici, je clique dessus. Le raccourci clavier, c'est la touche G. Et que je clique dans mon cadre, ça va me remplir ma sélection avec ce que l'on appelle la couleur de premier plan. Alors, la couleur de premier plan, qu'est-ce que c'est? Ici, on voit que j'ai deux petites couleurs. J'espère que vous voyez bien la souris. Ici, j'ai deux couleurs. Il y en a un carré par-dessus un autre. La couleur de premier plan, ça va être la couleur contenue dans le premier carré, et la couleur de second plan, ça va être la couleur contenue dans l'autre carré. La couleur de premier plan, je peux cliquer dessus avec un clic gauche, et ça va m'ouvrir une fenêtre qui s'appelle le sélecteur de couleurs, et là je peux complètement choisir la couleur qui m'intéresse. Comment fonctionne ce sélecteur de couleurs? C'est très simple. J'ai ici un arc-en-ciel qui va me permettre de choisir la teinte de la couleur que je veux. Je vais aller voir du rouge. Et dans le carré principal, je peux choisir exactement quel type de rouge je veux. Est-ce que je veux un rouge plutôt saturé, donc un rouge à 100%? Est-ce que je veux un rouge désaturé qui va plutôt tendre vers le blanc? Est-ce que je veux un rouge plutôt euh, gris ici? Est-ce que je veux un rouge saturé mais foncé? Etc. etc. Moi, je vais prendre un rouge extrêmement saturé. OK. Et on voit ici que ma couleur de premier plan, c'est devenu le rouge. Et si je reclique avec mon outil pot de peinture dans ma sélection, ça va remplacer la couleur actuelle. Ça me remplace mon cadre en rouge. Donc, pour le moment, j'ai un cadre qui est un carré. Si je voulais plutôt un rond, c'est très simple. Je vais supprimer mon calque. Non, je vais pas faire ça. Je vais resélectionner autour de mon rectangle et je vais faire édition supprimée. Est-ce qu'il y a édition supprimée? Ou image, sélection. Ok, je ne connais pas l'outil dans les menus parce que tout simplement avec la touche supprimer du clavier, ça va effacer le contenu de la sélection. Par exemple, si je remplissais complètement mon calque de rouge, donc là j'avais rien sélectionné et si je fais pot de peinture, ça va me remplir la totalité de mon document de la couleur de premier plan. Et que maintenant je fais une sélection et que j'appuie sur la touche supprimer, ça va me supprimer le contenu de la sélection, donc ça va me faire un trou dans mon calque. Ok. Si je clique, si je fais un clic gauche n'importe où dans le document, ça supprime la sélection. Et maintenant, je peux resélectionner l'ensemble de mon document, supprimer, et comme ça, je repars d'un calque vide. Si je fais un clic droit sur cet outil-là, l'outil sélection, je peux choisir la forme de ma sélection. Si je fais ça, je peux maintenant, en laissant appuyer mon clic gauche, je peux faire une forme ovoïde et la remplir
grâce à l'outil pot de peinture. J'ai utilisé le raccourci clavier G pour remplir mon pot de peinture. Cette forme ne me convient pas. Je vais la resélectionner avec l'outil de sélection. Donc le raccourci clavier nous le met juste ici, c'est la touche M, comme masque, j'imagine. Je resélectionne tout, je supprime, et je recommence. Donc pour supprimer la sélection actuelle, là j'ai une sélection vide, j'ai juste à faire un simple clic gauche en dehors de ma sélection. Et si je recrée une forme ovoïde et que je laisse appuyer sur Maj, ça va contraindre ma forme à un rond parfait. C'est exactement la même chose avec la sélection rectangulaire. Si je laisse appuyer la touche Maj pendant que j'ai aussi le clic gauche appuyé, ça va me faire soit un rond parfait, si je suis en sélection ronde, soit un carré parfait si je suis en sélection rectangulaire. Voilà, j'appuie sur la touche G, ou alors je clique sur le pot de peinture, je clique et j'ai un rond rouge. J'appuie sur la touche M pour revenir à la sélection, je clique dans le vide, ça désélectionne mon rond, et je peux repasser en mode outil déplacement, ou alors je peux utiliser la touche V du clavier pour déplacer mon, mon cercle, et comme ça je peux le placer par exemple ici, au centre de l'écran. Ça ne sert absolument à rien, c'est pas esthétique, c'était juste pour l'exemple. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais supprimer mon calque, et je vais exporter cette image-là sous un format image compressé qui va plus contenir les calques. Donc je peux déjà faire un CTRL S pour sauvegarder mon travail dans le document de type PSD, qui est l'extension des fichiers Photoshop. Et si je fais fichier enregistrer sous, ou alors que j'utilise le raccourci clavier CTRL-S, ça m'ouvre une fenêtre d'enregistrement où j'ai rangé mon dossier, mon fichier Photoshop qui s'appelle titre.psd dans un dossier qui se trouve ici. Et si je sélectionne le type de fichier, je peux sélectionner un format image, dans le cas présent JPEG, et je peux le renommer comme je veux. Il se trouve que j'avais déjà exporté mon document, je le sélectionne, ça me remplace le nom actuel de mon fichier que je veux enregistrer. Je fais enregistrer. Il me prévient, attention, titre de décalque existe déjà, voulez-vous le remplacer? Oui, et je vais écraser mon ancienne version. Et voilà. Et là, il me propose une nouvelle petite fenêtre en lien avec le format image JPEG. Le format JPEG, c'est un format d'image qui est destructif. Ça veut dire que je vais exporter un fichier image qui va être compressé. Ça veut dire qu'en fait, il va simplifier les informations de chaque pixel de l'image afin de faire en sorte que le fichier de l'image pèse moins lourd sur le disque dur. Donc, si on baisse trop la qualité de l'image, on va très vite avoir des artefacts dans la qualité de l'image. Mais si on a un bon ratio entre le rapport qualité et taille, poids de l'image, ça peut tout à fait convenir. Et j'aime bien exporter un JPEG, ce genre de fichier là, puisqu'ils servent juste à créer des vignettes sur YouTube qui seront vues en petit, donc on ne verra pas beaucoup les altérations de l'image. Donc je clique sur OK et j'ai donc enregistré. J'ai exporté en quelque sorte une version JPEG de mon document Photoshop. Donc dans mon fichier JPEG, je n'aurai plus accès à mes calques, comme si j'imprimais mon image en un seul calque, un seul fichier image, comme si vous aviez des images sur votre ordinateur, des photos. La photo ne contient pas de calque, c'est juste une image qui se suffit à elle-même. Et il y a d'autres types de fichiers qui sont donc plus lourds sur le disque dur, enregistrés sur votre disque dur, notamment les points PNG, les targas, les points TIFF, qui sont des formats de travail d'une bien meilleure qualité, mais qui vont peser plus lourd sur votre ordinateur. Donc, c'est une question de choix à faire si vous préférez
continuer à travailler sur votre image une fois qu'elle a été exportée, ou la réutiliser dans un contexte où elle a besoin d'être d'une bonne qualité. Si vous voulez par exemple faire une impression photo ou vraiment faire une image qui sera vue en plein écran, vaut mieux avoir un format d'image de type PNG par exemple, qui aura une meilleure qualité visuelle que le JPEG. Voilà, je pense que ça fait déjà pas mal d'informations sur cette vidéo à propos des calques. Je vous dis à très vite et on va revenir à notre illustration concept et on va voir comment partir d'une image de référence pour la simplifier à partir de formes géométriques simples. Voilà, à bientôt.